Maintenant, voilà. Donc, bonjour à tous. Nous sommes en direct de la réunion que myléo.legal a organisée sur le dossier H2O. J'ai le plaisir d'accueillir Philippe Sarayé, qui est avocat au barreau de New York et de Paris, qui est un des avocats de la procédure. Et nous avons à l'écran des investisseurs, un CGP, un journaliste. Donc voilà, on a un petit panel presque représentatif du public intéressé. On va faire un petit exposé très court, puisque l'objet principal de cette rencontre, c'est aussi d'échanger librement et de répondre à des questions que vous pouvez vous poser. Donc, très succinctement, myléo.legal, c'est une plateforme qui gère les actions collectives et nous sommes en présence d'un dossier qui peut concerner plusieurs dizaines de milliers de personnes. Donc, myléo a vocation à intervenir, surtout qu'elle a été sollicitée par ce qu'on a appelé un lanceur d'alerte qui est basé à Londres, qui est dans la finance, et qui, dès 2021, nous avait signalé les problèmes rencontrés par certains investisseurs dans les fonds H2O. Et à l'époque, nous n'avions pas lancé l'action puisque le dossier n'était pas assez mûr et qu'il était relativement complexe, notamment parce qu'il fallait démontrer, dans le cadre de l'action en responsabilité, des fautes, un préjudice et un lien de causalité entre les fautes et le préjudice. Et puis, tout début janvier, nous avons pris connaissance de la décision de l'autorité des marchés financiers, la commission des sanctions, qui, dans un document d'une cinquantaine de pages, détaille de manière très claire, très précise, justement les différentes infractions réglementaires qui ont pu être commises par H2O, et va même très loin dans la démonstration, puisqu'elle explique quels sont les préjudices qui ont été subis par les investisseurs. Donc, on a en quelque sorte le gros du travail qui est établi par une autorité qui a à la fois compétences et des moyens d'investigation importants, et il ne reste plus donc qu'à déterminer les préjudices. Et on discutait un petit peu avant votre arrivée avec Philippe Sarayé sur le discours d'H2O qui consiste à dire, mais en fait, il n'y a pas de préjudice parce que moi, société de gestion, je ne suis pas tenu d'une obligation de résultat, je n'ai pas besoin d'avoir un rendement minimum pour les investisseurs. Et quand vous regardez dans la durée la vie des fonds, ça se passe plutôt bien, il y a une bonne rentabilité. Et ils vont même jusqu'à écrire que cette rentabilité affichée, qui est certaine, qui est visible, elle vient compenser les pertes subies sur une partie des placements. Et avec Philippe Sarayé, on disait, mais c'est un raisonnement qui n'est pas entendable parce que pour des investisseurs, ça veut dire que depuis 2019-2020, il y a une partie plus ou moins importante de leurs actifs qui a été immobilisée, qui n'ont pas pu réutiliser parce que si, par exemple, comme ce n'est pas liquide, ils ne pouvaient pas racheter les parts du fonds, et ils ne pouvaient pas donc réemployer ou réinvestir ailleurs. Et qui plus est, ils ont perdu le rendement afférent à ces placements. Et puis, actuellement, ces placements ne font pas l'objet d'une valorisation certaine, puisqu'ils sont tellement illiquides que plus personne ne sait combien ça vaut. Donc, tout ça, c'est des chefs de préjudice. Après, la question délicate, c'est pour ça d'ailleurs que dès le départ, on a prévu de faire intervenir un expert financier. La question délicate, ça va être justement de chiffrer ces différents préjudices pour justement permettre à ceux qui le souhaitent d'obtenir gain de cause. Peut-être que Philippe Sarayé peut compléter ce que je viens de dire très sommairement sur les préjudices et apporter quelques éléments de réflexion. Oui, alors il y a deux choses qui me frappent dans ce dossier. C'est d'abord sur le fond, on assiste à, en réalité, une situation où le fonds H2O est sorti de sa zone de confort. Hein, c'est ce qui s'induit des faits qui sont détaillés de manière extrêmement minutieuse par la commission des sanctions. Voilà des gens qui sont sortis de leur zone de confort, dans laquelle zone de confort leur réussissait fort bien. Ils en sont sortis pour aller dans une zone où ils n'étaient pas à l'aise, qui était celle qui leur vaut les déboires qu'on constate aujourd'hui.
C'est-à-dire qu'ils ont utilisé leurs fonds pour venir en aide, apporter un soutien financier à un capitaliste allemand sulfureux, pour employer des termes un peu journalistiques, monsieur Lars. Ouais. Et pourquoi l'ont-ils fait? C'est ça qui est assez étrange, parce que fondamentalement, ils ne démontrent pas qu'en faisant cela, ils cherchaient à obtenir des rendements supérieurs. En d'autres termes, qu'il y avait une légitimité d'investisseurs indépendante à réaliser ces opérations. Donc, il y a derrière un mystère concernant les raisons pour lesquelles le fonds H2O, et tout particulièrement les deux dirigeants concernés, qui ont été lourdement sanctionnés eux aussi, sont sortis de la zone de confort. Et on voit aujourd'hui effectivement que, ayant échoué dans cette entreprise, pour les raisons que vous évoquiez, à savoir le manque de liquidité, et ce, à travers de multiples violations du champ réglementaire posé par l'AMF et le code monétaire et financier. Il n'est pas douteux, c'est détaillé encore une fois de façon très minutieuse, que de nombreuses infractions ont été commises. Et on vient nous dire aujourd'hui, finalement, oui, on a commis des infractions, mais il n'y a pas matière à s'en émouvoir outre mesure, puisque nous avons réalisé des performances remarquables et que même, car c'est ce qu'ils écrivaient dans les échanges avec la commission des sanctions, ils ont soutenu que même dans l'hypothèse où la valeur des fonds cantonnés serait nulle, la performance des fonds H2O à 5 et 10 ans serait excellente. Donc, c'est ce que l'on évoquait tout à l'heure. C'est en quelque sorte la fin qui justifie les moyens. Et je pense que c'est un raisonnement qui est extrêmement dangereux. On ne peut pas accepter que des professionnels de l'investissement réalisent des opérations en marge de la licéité sous prétexte qu'il y a éventuellement une enveloppe globale qui reste positive. Donc ça, c'est, je dirais, des remarques de contexte que je voulais faire. Maintenant, le vrai problème, ça va être effectivement de définir le préjudice, parce que en ce qui concerne la commission des faits qui sont à l'origine du préjudice, je pense que la commission des sanctions l'a si précisément établi qu'il sera très difficile de revenir sur ces aspects-là d'une façon générale. Et par conséquent, la question qui se pose maintenant, c'est comment le préjudice va pouvoir être évalué, parce qu'il y a un préjudice, il y a forcément intrinsèquement un préjudice, même s'il est noyé dans un océan de performances positives. Donc, c'est à ce stade que nous sommes aujourd'hui, et qu'il appartient aux épargnants de situer leur réclamation éventuelle. Oui, donc l'enjeu, c'est le préjudice. C'est d'ailleurs pour cela, encore une fois, que dès le départ, dans la proposition qui est faite sur le site MyLeo, nous avons mis en avant la participation d'un expert financier qui a une certaine réputation, M. Thierry Bergeras. Et pour en revenir à la procédure que nous envisageons, c'est une procédure qui est basée principalement sur le fait que H2O doit restituer les fonds qui sont isolés. On ne va pas attendre la fin des opérations, le débouclage plus ou moins heureux qui est annoncé. On considère qu'un investisseur qui a mis 1000 euros sur la table dans un fonds H2O et qui a vu ces 1000 euros bloqués doit recevoir en retour les 1000 euros qu'il avait mis sur la table, et en même temps les préjudices qui peuvent être soit la perte de rendement de ces 1000 euros, soit le fait qu'il aurait pu, en sortant
classiquement, si le fonds était liquide comme annoncé, réinvestir son avoir dans un autre placement, quel qu'il soit. Alors, la perte de chance, oui. Exactement, perte de chance. Et donc, ce travail se fera le moment venu par une expertise qui sera déposée par M. Bergeras, une expertise qui sera à la fois générale, qui déterminera une espèce de méthodologie, de mécanique de détermination des préjudices, comme je viens d'indiquer sommairement, et puis après, au cas particulier, en fonction des placements des uns et des autres, on verra s'il est nécessaire ou pas de proposer une expertise plus pointue, plus précise. Le préjudice, par exemple, peut varier dans le temps en fonction de la date de souscription des fonds, évidemment du montant et de la sortie qui est envisagée. Donc, tous ces paramètres doivent être mis dans une espèce d'algorithme, on va dire ça comme ça, pour être à la mode, et ce qui permettra de déterminer les préjudices qui seront ensuite présentés à la juridiction. Et l'idée que nous avons aussi derrière la tête, ça peut intéresser également les journalistes, c'est que, d'après moi, on ne peut pas se permettre d'attaquer seulement H2O parce que les montants sont quand même relativement importants, puisque de mémoire, les placements sont supérieurs à 1,6 milliard. Or, les fonds propres d'H2O ne nous permettront pas de faire face à un remboursement de ce montant-là. Et donc, l'idée, c'est de poursuivre ce que nous avons baptisé un petit peu de manière un peu provocante les deep pockets, par référence aux side pockets, c'est-à-dire les poches profondes. Et parmi les poches profondes auxquelles on pense, il y a d'abord, bien évidemment, BPCE et aussi KPMG. Pourquoi on y pense? C'est tout simplement parce que dans le rapport de la commission des sanctions de l'AMF, on nous dit bien que les erreurs de gestion, les fautes, les manquements à la réglementation ne sont pas apparus simplement en 2019, après l'article du Financial Times, comme on essaie de nous faire croire. Ça remonte au moins à 2016, et donc dès 2016, il pouvait apparaître qu'il y avait un problème sur la liquidité de certains fonds et qu'il y avait une concentration sur un certain type d'actifs qui paraissait difficilement valorisable. Donc, c'est ce manquement au contrôle de sa filiale par BPCE qui pourrait lui être reproché, d'autant plus qu'elle a utilisé une partie de ses fonds pour doper certaines assurances-vie. Et pour KPMG, en tant que commissaire aux comptes, ils avaient un pouvoir de vérification et de contrôle qui aurait pu lui permettre de lancer l'alerte. Et apparemment, ils ne l'ont fait qu'après l'article du Financial Times, donc juin 2019, ce qui est un peu tard. Donc là aussi, il y aura des développements à prévoir. Avec d'un côté, là je suis un peu technique, mais c'est pour vous montrer qu'on a commencé quand même à étudier le dossier, une responsabilité plutôt contractuelle vis-à-vis de H2O, mais une responsabilité plutôt délictuelle vis-à-vis de BPCE et de KPMG. L'idée étant qu'on va demander une condamnation solidaire des trois acteurs, à eux après de faire la part des choses entre eux, de savoir qui doit supporter le gros de l'effort. D'après nous, ce qui est important, c'est qu'il faut que les investisseurs, tout de suite ou le plus vite possible en fonction de la durée de la procédure, récupèrent le contrôle de leurs actifs pour justement retrouver leur liberté perdue. C'est un peu l'idée que nous avons. Et une fois qu'ils auront récupéré ce contrôle de leurs actifs, il y aura la possibilité de compléter les fonds récupérés par les dommages et intérêts qui, eux, doivent être déterminés en fonction de certains calculs qui seront confiés à notre expert. Voilà, grosso modo, la direction que nous prenons. Et peut-être une dernière observation pour anticiper une question qui m'est souvent posée. Devant quelle juridiction allons-nous aller? Ça va dépendre un petit peu de la qualité des participants à l'action. Si nous n'avons que des personnes physiques qui ont investi, nous aurons plutôt tendance à aller devant le tribunal judiciaire de Paris. Si nous avons à la fois des personnes physiques et des personnes morales, notamment parce qu'il y a des petites holdings familiales ou des investisseurs plus importants ou des caisses de retraite, que sais-je encore, eh bien là, nous devrions aller devant un tribunal de commerce. Sauf que j'ai un autre dossier en cours qui doit d'ailleurs arriver très bientôt à une décision où nous avons mélangé volontairement particuliers et personnes morales commerciales, mais on a mis tout le monde devant le tribunal judiciaire.
en expliquant au tribunal judiciaire que on n'a pas voulu séparer pour éviter une contradiction entre les décisions judiciaires et commerciales, et qu'au nom d'une bonne administration de la justice, il nous paraît préférable d'isoler tout le monde sur une seule juridiction. On verra ce que va dire le tribunal dans mon petit dossier qui est en cours. Si jamais il confirme notre analyse sur la bonne administration de la justice, ça nous laissera donc la possibilité de faire venir tout le monde plutôt vers le tribunal judiciaire, qui me semble être plus, comment dirais-je, à même de comprendre les problématiques des investisseurs, alors que les tribunaux de commerce pourraient avoir tendance à protéger les professionnels de la finance. Ça, c'est une appréciation qui est le fruit de mon expérience personnelle devant les tribunaux de commerce. Je crois qu'on a fait très rapidement, et je suis désolé pour Cynthia qui vient d'arriver, elle pourra écouter le début de la conversation puisque ça a été enregistré et on diffusera. C'était juste le cadre général, donc plutôt action en responsabilité contre les trois acteurs. L'acteur principal, évidemment, c'est H2O, et après les deux comparses qui sont BPCE qui n'a rien vu, il a tout laissé faire, et KPMG qui, pareil, n'a pas vu apparaître dans les comptes le manque de liquidité de ces placements. Après, à charge pour eux de se récupérer ou de se répartir la charge de l'indemnisation. Mais ce qui est important, c'est que ce débat ne doit pas polluer la relation des investisseurs qui doivent être indemnisés tout de suite et entièrement. Quelques questions. On sait qu'H2O va faire appel auprès du Conseil d'État. Quel risque pour les investisseurs qui se joignent au comité si H2O gagne? Vous voulez dire quand vous dites comité, vous voulez parler du collectif qui est une proposition concurrente à la nôtre et qui est, comme nous, indépendante de ce qui a été décidé par l'AMF. L'AMF a de sa propre autorité, s'est autosaisie et a vérifié que H2O n'avait pas respecté la réglementation financière. Et donc, sa décision qui a été rendue le 31 décembre de mémoire fait l'objet d'un appel devant le Conseil d'État. Et les arguments que développe, me semble-t-il, H2O, c'est d'une part l'incompétence territoriale de l'AMF, parce que H2O est une société de gestion qui est basée en Angleterre et que le Brexit est passé par là. Et ensuite, il y a plusieurs éléments factuels sur notamment le passage des seuils de 10%, où l'appréciation se fait d'une manière dynamique par l'AMF, alors que H2O a une version plus, on va dire, statique, en disant lorsque j'ai investi, ça représentait moins de 10% à chaque fois. Donc, ça, c'est des débats qui peuvent avoir lieu devant le Conseil d'État. Moi, ce que je retiens, c'est que quand on lit la décision, elle est très bien argumentée, très bien charpentée, et elle prend la peine à chaque fois de préciser quels sont les arguments des rapporteurs de l'AMF, quels sont les arguments en défense d'H2O, quels sont les textes applicables et quel est le raisonnement que retient l'AMF pour justement entrer en voie de condamnation. Donc, moi, j'étais plutôt convaincu par les raisonnements sur la compétence territoriale, par exemple. Il est évident que les fonds sont basés en France, que les principaux investisseurs sont en France, que c'est donc le marché français qui est affecté par le mauvais comportement d'H2O, et donc il est naturel que l'autorité prudentielle qui est en charge de la protection des investisseurs français intervienne pour les protéger. Donc ça me paraîtrait, après qu'il y ait une différence d'appréciation sur le montant des pénalités, parce que c'est ça, d'après moi, le vrai enjeu, il est possible qu'en appel, les pénalités soient un peu réduites. Mais c'est complètement indifférent pour les investisseurs, puisque ça ne changera pas la nature des choses, qui est que des fautes ont été commises, qu'elles sont constatées, qu'on ne peut pas y remédier, et que le seul moyen pour réparer, c'est justement d'indemniser, comme ce qu'on vient de le dire, chaque investisseur. Mais il faut bien distinguer les pénalités qui sont propres, je dirais, qui vont enrichir, ce n'est pas le bon mot, et qui vont être versées au Trésor public via l'AMF, et les préjudices subis par chaque investisseur individuellement, qui, eux, vont pouvoir se prévaloir des fautes qui sont constatées et du préjudice qui leur est propre. Donc, je ne pense pas que l'appel, pour répondre complètement à votre question, Anthony, que l'appel représente un risque important pour les investisseurs. Au contraire, ça viendra conforter le dossier.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi j'aurais peut-être un commentaire. Bien C'est que sûr, j'ai deux, trois commentaires. Bon, d'abord, allez-y. l'argument qui n'est pas un argument de droit sur le fond et l'existence d'un préjudice, qui est de dire oui, mais les investisseurs ont gagné pendant 10 ans des sommes énormes et donc ils n'ont pas à se plaindre que sur une petite opération, ils aient perdu. Bon, moi, par exemple, dans mon cas, ça ne s'applique pas parce que moi j'ai beaucoup investi en 2020, juste avant la chute, donc j'ai subi la perte sans avoir bénéficié des gains de plusieurs années. Et donc, on peut pas dire que voilà qu'il y a ce contexte général. Bon, par ailleurs, c'est pas parce que même dans le cas des gens qui ont investi depuis plusieurs années, c'est pas parce qu'on investit auprès d'un gestionnaire compétent qu'il était en droit d'aller au-delà de ce qui était prévu par le règlement du fonds pour aller investir dans des poches liquides Bien sans sûr. non notées, comme ce qu'a décrit l'AMF. Donc, il y a quand même un problème sur le fond. D'ailleurs, je pense, j'ai aussi une question concernant l'étendue de ce qu'on peut reprocher à H2O dans le cadre d'un procès devant le tribunal judiciaire, puisque bon, H2, mon analyse je pense qu'effectivement l'argument de l'AMF est très robuste sur le plan juridique, puisqu'ils se sont un petit peu cantonnés à des arguments techniques extrêmement robustes pour démontrer que, bah, d'après les textes, le gestionnaire a été au-delà de son mandat puisqu'il a investi dans des fonds non liquides et non notés, ce qui était exclu par la notice du fonds. Donc il s'est aventuré dans des poches qui n'étaient pas prévues et, et comme il a perdu sur ces poches, il y a un préjudice qui n'aurait pas dû, arriver. Et donc peut-être que si on regarde la valeur des sommes totales qu'il a investies à l'origine dans ses poches et la moins-value qui est arrivée depuis lors, bah, ça fait une première estimation du préjudice plus la partie du préjudice qui correspond à l'immobilisation de cette somme sur la durée. Donc ça, c'est des éléments qui peuvent permettre de calculer le préjudice. Après, je pense que l'AMF n'est pas rentré dans certains arguments qui peuvent être entendus peut-être par le juge dans le cadre d'une procédure au civil, mais qui n'était peut-être pas du ressort d'une argumentation de fond sur l'AMF. Je pense que le juge a beaucoup plus de marge de manœuvre pour apprécier le préjudice sur des principes plus généraux que ceux qu'ont abordé l'AMF. Ce qui s'est passé, c'est que quand bien même H2O aurait souhaité investir une partie de ses actifs dans des fonds non cotés, bon, ce qui n'est pas totalement idiot, même si ça allait au-delà du mandat, il est évident qu'un fonds normal est supposé agir en bon père de famille, entre guillemets, même quand c'est dans un fonds spéculatif, c'est-à-dire que, bien évidemment, si on investit dans des poches risquées non cotées, on est supposé répartir la somme allouée au non coté dans plusieurs lignes indépendantes pour diminuer le risque. Et les montants qui ont été investis sur la seule galaxie liée à cet investisseur fantasque est complètement aberrant par rapport à une répartition juste du risque. Si la poche maximale qui était attribuable, par exemple, au non-coté, c'était 5% ou 10%, là, qui était le montant maximum, il est évident que sur ces 10%, d'abord, pas tout concentré sur un seul. normalement, ces 10% d'abord auraient dû être alloués pour l'essentiel à des obligations non cotées notées, et sur la poche résiduelle non cotée, si tant est qu'il fallait vraiment aller dans du non noté, enfin, dans des investissements qui ne faisaient pas l'objet d'une notation financière. Bon, les montants de plusieurs milliards dont il est question sur un seul investisseur fantasque, c'est complètement aberrant. Et donc, il faut pas dire que voilà, il a dépassé les 10%. Le problème, c'est pas seulement qu'il a dépassé 10% là-dessus, c'est que s'il voulait s'avancer dans des sommes, dans des fonds non notés, il aurait dû répartir ça sur une dizaine de lignes, et notamment sur une ligne qui était liée à un investisseur qui avait été condamné en justice, etc. S'il estimait quand même par impossible que cet investisseur était quand même intéressant parce qu'il avait des sociétés, une configuration intéressante, parce que justement, comme il était mal apprécié, ces fonds pouvaient éventuellement être sous-évalués. Il n'est pas du tout sûr qu'il ait fait ce genre d'analyse sur la sous-cotation par rapport au sous-jacent, mais il aurait dû allouer à cet investisseur qu'une fraction de la somme, et pas du tout des sommes aussi importantes que ce dont on parle. Michel, avant de vous laisser continuer, ce que je retiens de votre observation qui me paraît très juste, c'est qu'il ne faut pas avoir une approche macroéconomique du préjudice, parce que c'est vrai que dans ce cas-là, ça donne de raison presque à H2O qui dit, mais moi, globalement, j'ai fait gagner de l'argent à mes investisseurs. Ce qu'il faut voir, c'est que le préjudice, il est personnel, il est dossier par dossier. Et donc, on ne peut pas avoir cette approche générale. Dans votre cas très particulier, comme vous venez de l'indiquer, vous avez subi un préjudice parce que vous avez certainement une perte que je ne connais pas et qu'il faudra indemniser. Mais votre cas n'est pas celui, par exemple, ce que je voulais dire, disons, c'était aussi a investi en 2015. Je pense qu'en plus de l'argumentaire très solide de l'AMF, je pense qu'il y a des raisonnements de fond
sur la faute qu'a commise H2O qui vont au-delà de l'analyse purement technique qu'a faite l'AMF et qui peuvent être recevables en termes il me semble, maintenant je ne suis pas non plus, je ne suis pas avocat ou juriste, mais ce que je voulais dire, c'est qu'en plus de l'argumentaire très construit de l'AMF qui montre qu'il y a une faute technique, qui cause un préjudice. Ce que je veux dire, c'est qu'en termes de gestion de fonds, moi je suis plutôt investisseur que juriste, même si j'ai eu affaire à beaucoup d'affaires, enfin beaucoup de sujets. Je pense qu'en plus des questions purement techniques qui ont été contrôlées par l'AMF, l'argumentaire qui peut être présenté dans le juge va un peu au-delà. Le vrai scandale, c'est qu'il investit des sommes aussi importantes, finalement, auprès d'un investisseur qui était, dont plusieurs paramètres permettaient de dire que c'était douteux. Alors probablement, il a dérivé, il s'est lié d'amitié avec cette. Enfin, je ne suis pas spécialiste du dossier, mais il s'est lié d'amitié avec ce financier allemand, et il a décidé de lui rendre service en investissant des sommes beaucoup plus importantes que ce qu'il aurait dû. Et quand on gère un fonds, on ne peut pas mettre une somme aussi importante sur une seule. C'est pas son argent. Et c'est des choses sur lesquelles je pense l'AMF ne s'est pas trop attardée parce que c'était pas quelque chose qui était contrôlable purement par un critère technique sur le montant de la ligne par rapport au règlement. Je pense. Je voulais juste, pour prolonger l'argument de Michel, je crois comprendre ce qu'il exprime et je partage ce point de vue. En quelque sorte, il y a une faute d'imprudence de la part du gestionnaire qui peut lui être reprochée, je dirais, indépendamment des violations ponctuelles de tel ou tel aspect du règlement ou de telle ou telle condition du prospectus. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a une faute de fond. Bon, quand bien même il n'aurait pas violé certaines clauses du prospectus, ce qui a été le cas, il y a un problème majeur qui est celui qu'ont synthétisé les journalistes et qui ont été mis en lumière. Enfin, cette façon dont ce gestionnaire de fonds a perdu tout repère de bonne gestion d'un fonds. Et ça, c'est des choses qui auraient été commises. C'est pratiquement le plus grave, ce qu'il a commis, indépendamment du fait qu'il se trouve qu'effectivement, on est protégé par l'AMF a pu jouer sur le fait qu'il y a quelques lignes de restrictifs dans le règlement du fonds qui lui ont permis de l'épingler. Mais je pense que d'ailleurs, je pense probablement que la sévérité des peines infligées par l'AMF, c'est au regard de ce comportement général plus que de la faute technique, qui est qu'il a investi dans un compartiment et qu'il a investi plus que le seuil prévu et dans un compartiment d'obligations qui ne devait pas être noté. Pour attraper Al Capone, on le prend par les moyens que l'on peut trouver. Voilà, c'est ça. Ils ont trouvé le moyen de le coincer comme un trafiquant de drogue. On lui trouve 1 gramme de drogue quelque part et on en profite pour le coincer. Mais les journalistes ne reprenaient pas cet exemple parce qu'autrement, c'est pas... Non. Mais de toute façon, moi, je pense que comme pour les investisseurs, le but n'est pas d'accabler au pénal les gestionnaires qui sont quand même, je pense que ce ne sont pas des escrocs, c'est des gens qui ont commis des imprudences graves. Notre but, c'est de recevoir une réparation du préjudice financier. Je pense que voilà, et donc je pense que c'est pour ça que personne n'a envie, je pense, enfin, en tout cas pas moi, d'après ce que je connais du dossier, qu'il soit attaqué au pénal pour ce genre de choses. Maintenant qu'ils doivent payer des indemnités et rembourser un préjudice parce qu'il a commis des imprudences de gestion, voilà. Lui a commis des imprudences de gestion et, je dirais, l'actionnaire de référence... Les entités de contrôle auraient dû s'apercevoir qu'il y a eu quand même sur des montants très importants... Non, il y a vu passer, là qu'on peut aussi les attraper. Ah oui, disons que toutes les autorités de contrôle n'aient pas vu que des sommes gigantesques par rapport à la poche non cotée ont été investies dans une seule galaxie liée à un investisseur peu recommandable et c'est un petit peu, il y a peut-être eu un peu de bienveillance parce que le fait que lui ait voulu rendre service à quelqu'un comme ça, c'est une chose, mais le fait que personne n'ait contrôlé ça, c'en est une autre. Enfin, en tout cas, moi, dans mon cas, je n'ai pas eu je n'ai pas bénéficié de cette plus-value importante. Et pourtant, vous êtes un investisseur averti. Le timing, moi, j'étais pas au courant qu'il y avait cette poche gigantesque investie dans des choses très douteuses. Et donc, moi, est-ce qu'il y a d'autres questions de la part des participants? Oui. Alors, Cynthia pose une question par écrit. Que pensez-vous de ce que H2O dit dans son communiqué de presse concernant la réserve et l'effet de l'amende proposée sur sa capacité de remboursement? Alors, je cite, « La société a constitué des réserves de près de 200 millions à l'origine au bénéfice de ses clients investisseurs dans les fonds cantonnés, désormais réduits par l'amende décidée par l'AMF.
Et alors, ça c'est son problème. Certes, cette réserve va permettre de payer les amendes, va permettre aussi de payer une partie des demandes des différents investisseurs qui vont être indemnisés. Et pour le surplus, eh bien, il faudra que H2O trouve soit des financements en interne, soit qu'elle aille chercher du côté de son ex-actionnaire de référence, en cas où on défait, qui est BPCE, Natixis. C'est toujours pour ça que nous, on estime, vu l'ampleur de la réserve initiale, de la poche initiale qui était quand même de 1,6 milliard d'euros, si tous les investisseurs, comme un seul homme, demandaient le remboursement, H2O seul ne peut pas faire face. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Cynthia? Parce que je vois qu'il y en a une autre de M. Anthony. Alors, est-ce que je l'ai vu passer? C'était sur les honoraires, j'ai pu voir passer. Oui, absolument. Anthony demande sur quelle base sont calculés les honoraires de 12%. Alors, sur les sommes qui auront été récupérées dans le cadre des procédures. Oui, c'est là que j'avais moi-même une question. Oui. Parce que bon, je n'ai pas évidemment aucun problème à payer des honoraires de résultats sur ce que j'obtiendrai en plus de ce que j'aurais obtenu naturellement par H2O. Le point qui m'inquiète dans la logique qui suit, moi, ce qui m'importe, c'est de recouvrer à la fin le maximum des pertes que j'ai subies et d'éviter au final d'avoir des pertes encore plus importantes que ce que j'aurais pu subir initialement si je ne faisais pas de procédure. Il y a toujours un risque, bien sûr, il y a des frais incompressibles, mais disons que dans le raisonnement qui est suivi, pour moi, effectivement, admettons que dans les quelques mois qui viennent, ça devrait commencer très bientôt d'ailleurs, H2O finit quand même par rembourser, admettons que dans un cas favorable, H2O finit par rembourser une partie importante de la valorisation qui est définie actuellement. Bon, quand il aura fini de rembourser, mettons par exemple dans les 6 mois qui viennent, mettons finalement il rembourse 60% de la valorisation actuelle parce que c'est encore baissé. Bon, à la fin, donc j'aurais récupéré. À la fin, j'aurais peut-être récupéré 60% de ce que j'ai actuellement et qui ne représenterait que 50 ou 30% de la valeur initiale des poches. Bon, mais j'aurais quand même récupéré ça. Et bon, par ailleurs, bon, les juges ne sont pas toujours très. Dans certains cas, effectivement, ils peuvent donner des indemnités très importantes, dans des cas moins. Et si sur le reliquat que je récupère, moi, ce que je reproche, par exemple, à la procédure, il y a une association de porteurs H2O qui s'est constituée, et ils disent, voilà, les gens qui adhèrent, vous ne payez que 50 €, et puis dans des petites lignes de bas de page, mais vous payez aussi 30% de toutes les sommes que vous allez récupérer, y compris ce que va payer H2O au fil de l'eau, naturellement. Bon, et ce qui fait que les petits porteurs qui ont adhéré à cette association dans cette autre voie, ils risquent d'être doublement victimes. D'abord, ils auront perdu peut-être 30% avec la mauvaise gestion d'H2O. Et ensuite, si la procédure ne donne pas des sommes très importantes en justice, parce que parfois, dans certains cas, les juges ne retiennent pas les estimations des experts financiers et puis sont relativement pingres, et puis ils peuvent écouter l'argument, oui, mais regardez, les gens ont gagné 200%, 500% dans le passé avec nous, et maintenant ils se plaignent parce qu'il y a eu quelque chose d'un peu spéculatif. Donc le juge va dire, oui, d'accord, il y a une perte de chance, mais et puis, ils peuvent donner quelque chose d'un peu pingre. Et au final, par exemple, dans cette procédure parallèle à la vôtre, de l'association des porteurs de parts, les porteurs de parts, si à la fin il y a une petite somme qui est attribuée de façon négociée ou en justice, bah, les petits porteurs vont se faire amputer d'encore 30% dans le cas de cette association. Et ils ont nous, c'est pas 30%. Non, on est d'accord. C'est parce qu'il y a un tiers financeur, etc. Bon, en plus de l'avocat. Mais le résultat, c'est que pour moi, je ne voudrais pas perdre. Il y a ce que je vais récupérer. Vous ne voudriez pas faire le tableau. Voilà, si vous voulez. Non, mais voilà. Pour moi, il y a ce qu'H2O va réussir à obtenir en liquidant ses fonds dans sa side pocket. Et si on ne prend pas d'action judiciaire, à ce moment-là, je n'aurais pas un centime de plus. Et donc, je finirais avec 40% de ma mise initiale sur cette side pocket et rien d'autre. Parce qu'H2O ne va pas dire, oui, comme vous avez subi un préjudice, on va vous donner de l'argent pour vous réparer ce préjudice. Donc, pour moi, la valeur ajoutée de la procédure judiciaire ou amiable qui est entreprise, c'est pour obtenir une indemnité de ce préjudice sur les sommes qui sont au-delà de ce qui va être remboursé par H2O en liquidant ses side pockets. Et alors, dans la logique que vous me présentez, vous dites, on va obtenir tout de suite le remboursement de la side pocket. Vous allez dire, grâce à notre procédure, on a obtenu cette somme qu'on aurait peut-être obtenue par ailleurs, le remboursement de la valeur actuelle de la side pocket.
Et s'il faut payer un pourcentage sur ce qui va de toute façon être payé par H2O, ça m'embête un petit peu parce qu'au final, je risque d'avoir moins que si je n'avais pas fait de procédure et si j'attendais que H2O rembourse la Safe Pocket, en quelque sorte. Vous risquez aussi d'avoir plus. C'est là où il y a un pari. C'est-à-dire que vous ne savez pas aujourd'hui quand les Safe Pocket sont remboursés et à quelle hauteur. Bien là, sûr, nous, pour moi, il est utile d'entamer une procédure. Mais pour moi, ce qui serait logique, c'est que la rémunération en pourcentage se base sur les sommes récupérées au titre du préjudice, du préjudice subi, en plus de ce que H2O a prévu de rembourser. Bon, il y a ce que H2O va rembourser, et pour moi, c'est sur les sommes au-delà. Enfin, c'était un petit peu ce qui était rédigé dans votre document. Non, mais alors, Michel, pour être clair, si vous êtes indemnisé par ailleurs, votre préjudice judiciaire ne sera pas. Il va en tenir compte. On ne peut pas être indemnisé deux fois. D'accord. Le pourcentage de 10% serait concerné. Je dis n'importe quoi. Si vous devez récupérer 1000 et que vous êtes indemnisé à hauteur directement de 200 €, il ne reste plus que 800. Alors la justice ne vous donnera que 800. Oui, bien sûr. Mais, moi, les 10%, ils étaient sur les 800. Mais, oui, d'accord. C'est les sommes récupérées dans le cadre d'une autre action judiciaire. Oui, d'accord. Voilà, et si on dit tout de suite, maintenant, on se fait rembourser immédiatement les side pockets, dans ces cas-là, les side pockets, elles vont être considérées comme le résultat de l'action judiciaire plutôt que par le remboursement de H2O. Et évidemment, si on obtient tout de suite le remboursement de la side pocket à la valeur initiale qu'elle avait il y a 3 ans quand la somme était engagée, là, il y a un vrai intérêt, il y a un vrai résultat. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'on vous rende l'argent que vous aviez placé dans les side pockets au montant nominal de votre placement, plus les intérêts que vous auriez dû recevoir. Alors, pas forcément les super rendements. L'indemnité liée au blocage dans la durée des fonds, j'ai compris. Oui. Mais l'expert pourra nous dire que sur la période vous concernant, entre 2000 et on expliquerait que ce soit en 2023, un placement en bon père de famille aurait fait un rendement de X. Donc, sur les 1000 que vous avez placés, vous récupérez tout de suite les 1000 que vous pouvez ensuite réaffecter où vous voulez, plus le X% de rendement que l'expert aura déterminé. Oui. Et là-dessus, nous, on prend 10%. C'est comme ça que j'ai monté. La question, c'est si enfin, admettons, je prends un cas extrême, bon, en illustrant avec la méthodologie de l'association qui a fait un peu plus de publicité dans le passé que vous, que votre démarche. Par exemple, là, dans quelques jours ou quelques semaines, H2O va rembourser une partie des side pockets. Et donc, un investisseur qui a longtemps attendu. C'est pas de mon fait. Non, je suis d'accord, bien sûr. Je ne vais pas pouvoir prétendre. Ce que je veux dire, c'est que dans le cas, c'est simplement pour qu'on se comprenne bien, parce que ma compréhension, c'est que dans le cas de cette procédure parallèle qui a lieu, les investisseurs vont obtenir de façon naturelle d'H2O un remboursement d'une partie de la side pocket. Et je pense qu'ils vont avoir la surprise de recevoir une lettre peut-être différée pour éviter que les gens je suis assez d'accord avec vous. Tout de suite. Ils vont recevoir une lettre en disant H2O, vous avez remboursé de ça, c'est grâce à notre procédure. Donc, ils vont recevoir un remboursement normal de cette pocket. Ils auront perdu beaucoup, mais au moins, ils vont commencer par recevoir un remboursement. Et d'après des clauses de bas de page, etc., on va leur dire voilà, payez-nous 30% de cette somme-là. Alors que c'est pas. Alors, c'est peut-être indirectement le résultat de leur démarche parce que si H2O s'est dépêché de rembourser, c'est à cause de ça, etc. Mais enfin, disons que si d'entrée de jeu, les sommes qu'on avait investies, enfin les sommes qui restent sont déjà amputées, la chance d'avoir la fin, enfin, on risque d'avoir encore moins à la fin. Je crois que j'ai compris, voilà, Michel. Donc, moi, je vous dis, si aujourd'hui vous aviez misé 1000 en 2020, aujourd'hui, si H2O rembourse 200, il y a 800, voilà. qui moi, je ne prendrai pas les 10% sur les 200 qui auront été versés par H2O en dehors de ma procédure. Ça n'a pas de sens. C'est l'avantage par rapport à un tiers partie financeur, c'est que nous, avocats, on est tenus à des obligations déontologiques. Et que, du coup, on a des comptes à rendre, y compris alors des avocats, sur le fait que les rémunérations que nous recevons sont loyales, et je ne trouve plus le mot adéquat, je pense que Philippe doit le retrouver. Donc, nous, on ne peut pas faire n'importe quoi, on n'est pas des commerçants. Oui. Non, ce que je veux dire, c'est que voilà, dans la procédure avec le tiers financeur, en gros, si à la fin des fins, ils perdent en justice,
En attendant, les investisseurs, non seulement ils auront perdu sur la Side Pocket, mais ils auront encore perdu 30%, parce qu'il y a quand même, il sera considéré que c'est déjà un succès d'avoir obtenu tous les remboursements partiels que ferait H2O dans le cadre de sa procédure normale de liquidation seront considérés comme des succès partiels et seront intégrés dans les 30%. Et donc, à la fin, il leur restera vraiment plus beaucoup de choses. Hein. C'est pas simplement payer un frais d'avocat fixe. Voilà. Oui, non, c'est juste pour comprendre, pour vérifier que cette procédure, de ce point de vue, est plus honnête en quelque sorte. Bon, il y a la rémunération de base. Bon, je suppose que c'est les 500 € ou quelque chose multiplié par le nombre de gens, s'il y en a suffisamment. Bon, ça couvre une base de procédure de base. Et ensuite, la rémunération au résultat, je voulais m'assurer que c'était bien une rémunération au résultat sur l'ensemble du préjudice subi, et pas sur le principal qui aura été restitué, quoi. Enfin, sur la part du principal qui aura été restitué, quoi. Voilà. Si c'est clair. J'espère avoir éclairci cet aspect. C'est sur le résultat que nous avons contribué à obtenir. Oui, bien Comme sûr. vous dites, il y a un résultat qui vient naturellement parce que le fonds. La liquidation des side pockets va quand même générer une somme résiduelle, même si elle sera très faible, elle sera très diminuée par rapport à l'investissement initial, bien sûr. Je crois que Philippe veut intervenir. Non ? Non, pas véritablement. Je voulais juste dire que Michel avait l'air de prendre pour acquise la restitution des side pockets à très brève échéance. Je n'en serais pas aussi convaincu, mais l'avenir le dira. Ils ont quand même fait un oui. Je pense qu'au moins ils ont dit qu'ils avaient récupéré 2 milliards ou quelque chose de seniors supplémentaires, etc. S'ils l'ont dit, qu'ils l'ont écrit, je pense que l'argent est là sur leur compte. Enfin, j'ai oublié le montant, mais ils ont récupéré une somme qui est à répartir évidemment sur l'ensemble des fonds concernés, sur l'ensemble des poches, et c'est peut-être qu'une fraction de l'ensemble de la poche. Enfin, ils ont dit qu'ils ont récupéré déjà un remboursement important qu'ils vont distribuer dans les temps qui viennent. Et donc, s'ils ont déjà récupéré l'argent, je pense que cette restitution de la partie je ne sais pas quel pourcentage ça fera de la side pocket, je pense qu'il va y avoir un premier remboursement partiel. Après, peut-être que je ne sais pas quel pourcentage se fait. Bon, effectivement, il risque d'y avoir une grande diminution de la valeur de la side pocket par rapport à même la valeur diminuée d'aujourd'hui et finira peut-être à une somme très faible. Et ça ne sera pas zéro puisqu'ils ont déjà obtenu un remboursement important. Bon. Alors, Cynthia, peut-être une autre question, non ? Je crois qu'elle a compris le débat et je crois qu'on a été suffisamment sur cet aspect qui n'est pas essentiel quand même, mais qui est important, mais qui n'est pas essentiel. Cynthia, une autre question ou Jean-Loup, peut-être ? Sinon, on va en rester là. Ou Anthony, ou ça. J'ai une petite question. Oui. Je voudrais savoir pourquoi vous n'assignez pas Natixis ICM dans votre procédure. Parce que si j'ai bien compris, il n'y a que H2O, BPCE et le commissaire au compte. Quand vous dites BPCE, c'est le groupe. Donc, je n'ai pas identifié encore exactement quelle sera la structure du groupe qui sera assignée. Donc, c'est BPCE Natixis. On fait l'amalgame. C'est l'actionnaire de référence. C'est ce qui a permis à H2O, je pense, de passer pas mal de barrages réglementaires pour assurer les autorités anglaises ou françaises. Oui, Anthony, alors, point important, vous avez raison de le signaler, nous avons fixé un seuil d'équilibre pour nous qui est transparent, puisqu'on dit qu'il faut 500 personnes à minimum. Si le 30 avril, on n'a pas les 500 personnes, celles qui se seront déjà inscrites, on décidera soit de faire l'action avec elles, on verra dans quelles conditions, soit on les remboursera parce qu'on ne fait pas l'action. Il n'y a pas d'enrichissement sans cause chez nous. Ça revient un petit peu à la question de Michel tout à l'heure. On est avocat, on n'est payé que si on travaille. Et c'est par alors, et pour aller anticiper notre question, c'est par client. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir un client qui a un petit placement à 10 000 € et puis un client institutionnel qui a un placement à 1 million d'euros. Ben, pour simplifier, on a considéré que c'était une seule et même entité. Ça fera deux entités différentes en fait. C'est pas un pourcentage c'est pas un volume du placement qui justifiera le passage dans l'action. Oui, allez-y Jean-Louis. J'ai encore une petite question. Je voulais savoir qui est la structure juridique chez vous qui va assigner en justice, parce que Myleo, c'est bien une plateforme. Alors, Myleo n'est là que pour regrouper les plaignants et gérer toute l'intendance de la procédure, notamment les pièces, etc. Et c'est ensuite le cabinet d'avocats que je représente qui sera en tête, ce qu'on appelle en droit le dominus litis. Et à côté, il y aura pour le moment Philippe Sarrier, peut-être d'autres professionnels qui viendront nous aider pour se battre dans ce qui pourrait devenir quand même un combat assez vigoureux, parce qu'en face, pour H2O, c'est quand même important.
merci. Si vous me permettez une petite question aussi, à quelle échéance vous pensez arriver la décision du Conseil d'État? Parce que je pense que l'avis de l'AMF a déjà une certaine autorité, mais l'avis du Conseil d'État dans son analyse de la faute d'H2O pèsera certainement lourd de l'analyse du Conseil d'État. Enfin, même si diminuer la sanction. Le Conseil d'État, il faut au minimum un dossier de ce type 18 mois. Vous n'aurez pas une décision, ça va être statué au fond. Ça sera certainement la chance c'est 6e en matière financière, je crois que c'est la 6e de mémoire, il faudra vérifier. Et la procédure du Conseil d'État est extrêmement collégiale, donc il va y avoir d'abord des échanges entre l'AMF et H2O. Peut-être d'ailleurs que des investisseurs pourraient se constituer, faire ce qu'on appelle une intervention volontaire pour participer au débat et communiquer des informations. Et ensuite, dans le schéma, il y a un rapporteur qui est désigné, qui fait un rapport sur le dossier, et un rapporteur public qui, lui, va dire ce qu'il pense être le droit. Et ensuite, il y a débat public et la procédure est enregistrée. Alors, j'ai vu passer une question de Cynthia qui disait que ce n'était pas clair, mais je n'ai pas vu la suite. Où est-ce que je l'ai vu ça? Attendez, que je m'y retrouve. Discuter, ça va être là-dedans. Voilà. Ce n'est pas clair. Dans le communiqué de presse, est-ce qu'il y a des remboursements en cash? Est-ce que H2O a communiqué en direct avec vous à ce sujet? Suite à un remboursement partiel de la gna, un son nominal sera donc réduit de 250 millions d'euros. Ça, ils n'ont pas communiqué avec nous en direct, donc je ne sais pas, je n'ai pas eu ce communiqué. En revanche, il date de quand ce communiqué, Cynthia? Il était publié sur le site de H2O, qui date du 5 ou 6 janvier. Hein. C'est là, effectivement, c'est ce que j'ai lu aussi. C'est pas 200, effectivement, c'était pas 2 milliards, c'est 250 millions. D'accord, merci. Et donc ça, je suppose que ça va être reversé, par exemple, sur les contrats d'assurance vie ou autres, où sont les parts H2O, enfin sur les comptes associés, je pense. Donc voilà, ils ont 250 millions à restituer aux investisseurs, mais ça fait un peu plus de 10% de l'enveloppe. Donc, ce n'est pas non plus des sommes considérables. Il reste quasiment 85% du nominal des parts à récupérer, pour Michel, par exemple, en plus des préjudices. Mais c'est vrai que ce n'est pas très clair. J'imagine que ça sera versé comme versé un détachement de coupons, versement de dividendes sur le compte où sont les parts H2O. Enfin, ah oui, sur la forme, c'est même pas du cash, c'est une baisse nominale. Ce qui serait pire. All I'm saying is ouais. Oui, mais normalement, s'ils ont reçu cette somme, la valeur résiduelle des poches va baisser d'autant, mais il y aura un versement d'un coupon qui sera du montant correspondant, j'imagine. Là, on est dans l'imagination, donc je ne veux pas avancer. Il faut voir ce que ça va donner dans le concret. Donc, on va attendre un petit peu. C'est bien ce que je disais, oui. Oui, c'est ce que disait Philippe tout à l'heure. Donc, je ne peux pas être plus clair que le communiqué. Je ne vais pas faire de l'interprétation, mais c'est vrai que l'interprétation de Cynthia me paraît à peu près juste. C'est une baisse nominale, notre cash.